Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Comme à chaque semaine à l'émission, on parle de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques et le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il nous fait un survol de l'actualité lavalloise. Il est de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. L'actualité, c'est les élections. Ah, tout à fait. Au cours de la dernière semaine, c'est évidemment ce scrutin 2013 qui a retenu l'attention, mon cher Éric. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'aboutissement est plus excitant que la campagne en tant que telle, non? Oui, bien écoutez, je vais vous avouer qu'en termes d'événements durant la campagne à Laval, on a été gâtés d'une certaine façon, pas nécessairement par le dévoilement des différentes plateformes, mais plutôt par les rebondissements dans chacun des partis. Mais évidemment qu'on suivait avec appréhension cette élection du 3 novembre. Je peux vous dire qu'elle s'est déroulée en deux temps. La première portion de la soirée, là, le premier 60 à 90 minutes, il y avait dans les 21 districts de la ville une bataille entre deux partis, celui du Mouvement lavallois et Action Laval de Jean-Claude Gobet. Les candidats de ces deux partis s'échangeaient la première position, mais dans la seconde portion de la soirée, eh bien, les candidats du ML, du Mouvement lavallois, ont pris leur distance de leurs adversaires et c'est ainsi que la vague du ML a déferlé sur Laval ce 3 novembre. C'était prévisible? Bien, prévisible, oui et non. Il est sûr qu'avec 5 formations des indépendants, on s'attendait à ce qu'un conseil municipal soit formé de plusieurs représentants venant de différents partis. On se retrouve à la table en ce moment avec 17 des 21 représentants issus du Mouvement lavallois, 2 candidats indépendants qui ont tout de même remporté les circonscriptions, les districts plutôt de Saint-François et de Fabreville. Et Action Laval a également 2 représentants à la table du conseil, soit les représentants de Chomédé et de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, le nouveau maire, parle-moi de lui. Oui, Marc Demers, qui était le candidat du Mouvement lavallois, ancien policier bien connu ici à Laval. Il a obtenu la faveur de 44 des intentions de vote. Il a devancé Jean-Claude Gobet, qui en a obtenu 24,3. Et Claire Lebel a pris le 3e rang. Il s'est faufilé devant Robert Bordelot avec 12 des intentions de vote. M. Bordelot en a récolté à peu près 10 Et suivent ensuite là, les autres candidats indépendants, entre autres Jacques Fouché, Hélène Goupil-Nantel, Régent Millette et les autres. Parlons de l'équipe, justement, qui va être en place. Écoutez, bien sûr, le maire, Marc Demers, après son assermentation, évidemment, il y a toute cette question de légitimité de sa candidature. Y aura-t-il contestation judiciaire? Ce sera à voir. Il sera bien sûr entouré d'une bonne majorité de ses représentants à la table. Ce sera intéressant de voir. Mais bon, on aura également quelques opposants. Ça donnera une toute autre couleur à la table du conseil municipal de Laval. Il n'y avait pas d'opposition depuis 2001, donc ça amènera quand même au moins un certain débat d'idées. C'est ça. Et si jamais c'est contesté oui. et qu'il n'est pas valide en tant que candidat à la mairie, qu'est-ce qui arrive? Il y aura une nouvelle élection. Non. Oui, à la mairie. On évalue ce scrutin, s'il est tenu, à environ 1,3 million de dollars. Ce sont des chiffres fournis par le président des élections de Laval. Mais encore là, y aura-t-il contestation? Qui va vouloir contester? Puisque, bon, M. Demers a quand même obtenu une bonne majorité des voix. Est-ce que la personne qui va contester va porter l'odieux de cette décision? C'est vrai. Alors, il y a tout un calcul politique à faire avant d'y aller avec cette contestation devant les tribunaux. Vous, c'est Noël avant Noël. Tous les journalistes Nous avons Laval. été amplement gâtés au cours des dernières semaines, mon cher Éric. Merci beaucoup, Ghislain. Plaisir. Alors, si vous voulez lire les propos de Ghislain Plourde, de même que ses excellents collègues, ne manquez pas l'Écho de Laval. Au sport,
cette semaine, la seule et unique Sarah Bibeau nous parle de l'actualité sportive lavalloise. Bonjour, bonjour Sarah. Amélie. En forme? Très en forme. Écoute, là, t'arrêtes pas de me flatter. Là. Chaque semaine, je sens mon estime remonter. Il y a toujours un nouveau qualificatif à chaque semaine. Qui s'ajoute. Donc là, je vais chercher qu'est-ce que je vais te dire la semaine prochaine. Excellent, j'attends Donc, ça. on commence avec le Gala Méritas de baseball. Oui, Gala Méritas de baseball. Donc, du 8 au 10 novembre dernier a eu lieu le Gala Méritas de baseball Québec. Ça s'est déroulé donc à l'hôtel Chanteclair à Sainte-Adèle. L'Association régionale de baseball amateur de Laval a compté sur la présence de 9 finalistes pour l'obtention d'un Méritas au niveau provincial. Donc, ça, c'est côté provincial. Mais il y a eu également côté régional. Donc, les dirigeants de baseball Laval ont également organisé leur propre Gala Méritas qui a eu lieu le 19 octobre dernier où ils ont remis, attention, 250 plaques et trophées à ces équipes, aux joueurs, entraîneurs, administrateurs, bénévoles, officiels et marqueurs. Donc, tout le monde a été récompensé pour leur bon travail. OK, excellent. On poursuit. Donc, Jean Allard a animé l'événement devant plus de 400 personnes, dont le porte-parole de la saison 2013 de Baseball Laval, le comédien Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc qu'on a vu dans le film Un été sans point ni coup sûr, qui portait sur le baseball. C'est logique. Oui. Et puis, la députée de Sainte-Rose, Suzanne Proulx, qui sera présente tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, Jean Allard a remis un cachet au joueur moustique B qui se nomme Vincent Penton de Vimont-Auteuil. Il y a Sylvain Lamarre, donc Sylvain Lamarre, le journaliste de Courrier Laval, dont je tire tous mes nouvelles. Il a été récompensé lui aussi en remportant le trophée Jacques Doucet pour la couverture médiatique des sports dans la région de Laval. Richard Saint-Amour, le président de Baseball Laval, s'est dit très satisfait du déroulement du gala et il tenait personnellement à remercier tous ceux et celles qui se sont dévoués pour préparer ce beau gala. Enfin, en terminant, les Blue Sox de Laval-Est Midget A ont remporté la palme de l'équipe de l'année dans la classe A et c'est Audrey Lefebvre qui a mérité le titre de marqueur associatif de l'année. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du football Midget 3? Oui, on parle de football. Les séries éliminatoires sont commencées. Mais d'abord, le 26 octobre dernier, c'est au stade Cartier, les Bulldogs de Laval ont remporté leur match contre les Packers de Greenfield Park par le pointage de 47-0. Quand même une défaite très écrasante, ça. Et c'était encore des finales de football Midget 3A de la Division 1. Au début du deuxième quart, donc, les protégés de l'entraîneur Dominique Giuliani ont pris une avance de 21-0. Quand même une avance assez confortable, hein? Tout à fait. Et puis, les Bulldogs ont également amassé 440 verges par la passe et la course. En défensive, ils ont accordé seulement 29 verges à l'attaque de l'équipe adverse. Un autre match pour la troupe de Dominique Giuliani. Ils ont accueilli ensuite les Warriors de LaSalle en demi-finale samedi le 2 novembre dernier. Ça s'est passé. Donc, les Bulldogs étaient prêts pour la guerre, hein, puisqu'ils ont remporté le match en demi-finale par le pointage de 42-22. Donc, les Bulldogs iront en finale pour le bol d'or, mais on attend encore à savoir quelle équipe ils vont affronter. Ça va se jouer entre les Wildcats de Laurentien et les Hornets de Sun Youth. En karting junior, Nathaël Quentin, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Alors, le petit Nathaël, originaire de Sainte-Dorothée à Laval. Donc, Nathaël, lors de la dernière compétition de karting junior, il a réussi à obtenir une pole position et un podium. Pole position, c'est le rang de course. Par exemple, en course, quand on débute une course, il y a la position 1, 2, 3, 4, 5, les voitures. Oui. Eh bien, lui, le pole position, c'est la position 1. Ah, la première position. Oui, la première OK. position. Plus un podium. Le pilote recru, il s'est démarqué ensuite sur différents circuits en finissant au 5e rang du classement général de l'ECKC, East Canadian Karting Championship. Avec mon petit accent anglais que j'aime bien pratiquer. Magnifique. Il a devancé donc 30 autres pilotes canadiens. Le Lavallois a donc terminé sa saison au Québec en beauté en obtenant le temps le plus rapide lors des qualifications de la dernière épreuve. Il a pu décrocher son premier podium lorsqu'il est arrivé au 3e rang, une course de karting qui a eu lieu à Mont-Tremblant. Nathaël va participer à l'une des plus prestigieuses courses de karting du monde qui va avoir lieu du 20 au 24 novembre. Ça s'appelle la Super National et ça a lieu, attention, à Las Vegas. Las Vegas, Alors, baby. il va s'en aller à Las Vegas. L'adolescent va devoir rivaliser avec des pilotes beaucoup plus âgés que lui, donc des pilotes de 16 ans, et c'est environ une quarantaine de pilotes. Donc, ils sont un peu plus expérimentés. Un petit peu plus de pression pour lui, mais s'il remporte, il va pouvoir se forger une place au sein de l'équipe qui va participer
au championnat du monde en Europe. Nathaël devra se tenir tranquille à Las Vegas parce qu'il n'est pas encore majeur. Non, il faut que tu fasses attention. Là. Alors, si on revient au football, les Loups de Curie-Antoine Labelle. Alors, les Loups, l'équipe chérie de Curie-Antoine Labelle, ils ont fait plaisir à leurs partisans en encaissant une première victoire contre les Cactus du Collège Notre-Dame. Et c'est une première victoire contre eux depuis 2008. Donc, ils n'ont pas remporté contre cette équipe-là depuis 2008. Et c'était le 19 octobre dernier au stade Roi-du-Nord. Donc, la troupe de Philippe Berthiaume a finalement vaincu sa bête noire par le pointage de 26 à 15. Cette victoire a eu un impact majeur sur le classement général de la Ligue puisqu'ils ont réussi à se qualifier pour les finales. Ils ont joué en quart de finale contre l'équipe Saint-Jean-Eudes, mais malheureusement, ils ont perdu, les Loups. Ils ne se sont pas rendus plus loin dans la finale et c'était par le pointage de 26 à 21. Donc, les Loups qui ont été se sont imposés au sein de la Ligue de football juvénile, qu'ils ont remporté le bol plusieurs fois, mais cette fois, ils ne se sont pas rendus assez loin. Et en terminant très rapidement au soccer, qu'est-ce qui se passe? Oui, rapidement. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'équipe, les Étoiles de l'Est, vont accéder à la première division de la Ligue de soccer élite du Québec. Donc, la saison prochaine, ils vont jouer dans cette nouvelle ligue, dans la nouvelle division. C'est ce qui m'a fait aux nouvelles sportives, rapidement. Merci beaucoup, Ça m'a fait c'est toujours un plaisir. Moi aussi. On se voit la semaine prochaine. Oui. Les élections sont terminées et les rôles ont été distribués. On va savoir les acteurs principaux, les acteurs de soutien et les figurants. Il est notre analyste de la scène politique municipale, ex-conseiller Concorde Bois de Boulogne jusqu'en 2009, Jean-Jacques Lapierre. Merci. C'est moi! C'est vous? C'est moi. Aimez-vous ma présentation, Jean-Jacques? Ah, c'est formidable. Hein, Formidable, ça fait du bien, oui. Fait que là, vous avez regardé tout ça, le portrait final, finalement, puis là, vous allez nous en dresser donc un peu le tableau. Bien, d'abord, c'est la victoire éclatante de M. Demers qui est remarquable. Ça, on ne peut pas nier ça. Avec plus de 20 000 de majorité, c'est pas mal intéressant. Et je pense qu'il y a une personne qu'il faut que M. Demers remercie beaucoup, c'est M. David de Costis. Au fait, c'est lui qui avait parti le mouvement. Le mouvement Lavallois, il y a 4 ans, qui avait parti ça, qui avait fait une bonne campagne. Et M. de Costis, c'est le seul qui a plus que 50 des votes, qui a eu 59 des votes, majorité absolue. C'est le seul. Alors, je pense que M. Demers devra dire un gros merci à M. Dacostis. Et puis, nécessairement, il va devoir en tenir compte dans son exécutif. Qui est le plus déçu dans cette campagne, selon vous, Jean-Jacques? Je crois que c'est Mme Lebel. Mme Lebel avait eu une visibilité nettement, disons, je vais dire le mot exagéré, tu sais, démesuré. Oui. Démesuré. Et puis, disons que c'était... J'avais peur que ça influence les gens. Parce que le contenu était... c'est du monde gentil. Là. Écoutez, Mme Lebel, c'est très gentil, très correct. Mais sauf que sur le plan politique, le contenu n'était pas tellement élaboré. Il était faiblard un peu. Et pas faiblard, très faiblard. Ce qui l'a amené, en fait, à quoi? En 3e position, on peut dire, des intentions de vote? Oui, en 3e position, mais c'est surprenant quand même. C'est son organisateur qui a fait de fausses déclarations? Est-ce que c'est lui? Non, je crois que le contenu n'était pas suffisant. Et puis, les gens votent beaucoup sur l'image. Les gens votent sur l'image. Et puis, l'image, sur la fin, lorsqu'elle était questionnée, disons que c'était banal. Même qu'il y a eu un débat. Et puis, dans le débat, elle préférait ne pas s'abstenir de parler parce qu'elle trouvait que c'était pas sa façon d'agir. Écoutez, en débat, c'est le temps de débattre. Il faut débattre. Il faut débattre. M. Gobé, lui, c'est un perdant, lui, quand même. Oui, M. Gobé est perdant. Puis je crois que, écoutez, puis ça doit lui faire quelque chose parce qu'il y a un mois, M. Gobé était gagnant. Oui, il menait. Oui, il menait. Puis, clairement, même. Clairement. Et puis, tranquillement, il a abandonné. Disons que son plan de publicité, disons que, a fait défaut. Et puis, il a arrêté. Dans les 12 derniers jours, c'est là que tout s'est décidé. Alors, les gens n'ont pas apprécié beaucoup tout le débat qu'on faisait contre M. Demers, son éligibilité. Parce que M. Demers, quand même, écoutez, ça serait indécent d'essayer de revenir contre lui. Écoutez, avec 22 000 de majorité, quand même, il faut être réaliste. Donc, ce qui a coulé M. Gobé, est-ce que c'est un manque de ressources ou un manque de vision? Manque de vision. Les ressources, ils les avaient parce qu'on voit que tous les partis, il n'y avait pas un parti qui était vraiment bien structuré.
Et vraiment. Sauf que le parti de M. Demers avait peut-être une équipe assez bien nantie, des gens avec de bon calibre, sur le plan académique, qui étaient bien formés. J'avais mentionné à la dernière émission le jeune Boyer et puis une jeune dame du nom de Demel. Bien, ils ont eu 46,4 des votes. Alors, puis ces gens-là, à un moment donné, bien, le jeune Boyer, il a une maîtrise. Alors, ce sont des gens quand même assez bien équilibrés. Alors, ces gens-là, ça se traduit. Lorsqu'ils faisaient leur porte-à-porte, ça se traduit. OK? Ça se traduit, c'était bien. Ça va faire quoi comme maire, M. Demers, un ex-policier? Je pense qu'actuellement, ça va être une année de stabilisation. Ça va être 4 ans de stabilisation. Et puis, je pense que le rôle du tuteur va être assez important dans cette période-là, parce qu'il n'y a personne d'expérience. Il y a sûrement que M. Saint-Jean qui a de l'expérience dans le comité. Mais la Ville va continuer d'être sous tutelle? Pour quelques mois, au moins, sûrement quelques mois, jusqu'à temps, parce qu'il n'y a personne qui a de l'expérience, vraiment. Alors, le temps d'apprendre, c'est ça, puis voir. Mais d'après moi, ça va être une stabilisation. Puis réorganisation, certaines choses. Je pense que, comme le Mondial choral, on va reviser le Mondial choral, le Mondial l'Auto-Québec. On va réviser certains aspects aussi de l'organisation municipale. Alors, je pense que ça va être intéressant de voir ça. Peut-être une des grandes surprises, c'est que 8 des Lavallois auraient voté à nouveau pour Gilles Vaillancourt. Ça, c'est incroyable. Ça dit quoi, ça, Jean-Jacques? Ça veut dire, comme on a dit, que les gens, quand même, ont apprécié l'administration Vaillancourt. Sur le plan administratif, Laval est bien administré. C'est ça, là. On ne peut pas contredire ça. C'est pas une ville dans le rouge. C'est pas une ville dans le rouge. C'est une ville qui rembourse le montant de la dette. Alors, le montant de la dette, tous les mois, tous les ans, diminue. Puis de plusieurs millions, vous savez, je sais que quand j'étais là, moi, je faisais une grosse campagne qui insistait beaucoup sur ce point-là pour diminuer le montant net de la dette. Oui. Et puis ça, c'était bien administré à ce niveau-là. Sur le plan urbaniste, c'était assez bien organisé aussi. Sauf qu'à un moment donné, ce que M. Vaillancourt faisait, lui, personnellement, ça, c'est une autre chose. C'est une autre affaire. Oui. Et puis, la participation, le taux de vote, pas fort encore. Et pas fort, mais il dépasse 40 Oui. Et il y a 15 jours, moi, je prévoyais en bas de 35 je prévoyais. Donc, votre pessimisme vous ravit aujourd'hui. Bien, je suis bien content. Je suis bien content. Écoutez, la démocratie, il gagne beaucoup. La démocratie, il gagne surtout. Il y a quand même quatre personnes de l'opposition qui vont être là pour pour questionner davantage. Puis je pense que M. Saint-Jean va être est très important dans l'organisation. Résumez-moi les 4 prochaines années pour Laval. Ça va ressembler à quoi? On va stabiliser. Disons qu'un bon entretien, le service de la sécurité, les gens vont insister pour avoir de la sécurité. Si on a le service de la police. Et puis, la culture. On va se refaire une virginité à travers la culture. Ah, c'est bien ça. Ça va être important. C'est bien dit. Écoutez, je ne peux pas vous enlever les mots de la bouche. Vous venez de finir ça comme ça, Jean-Jacques. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Hein? Et un petit salut à mes amis du Cameroun, Oui. de Nkonsamba. Jean-Jacques Lapierre. Merci, Jean-Jacques. Ça fait plaisir. Il y a 3 semaines, nous avons reçu en studio la députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Proulx. Eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de l'avoir avec nous à l'émission cette semaine, encore une fois, mais cette fois-ci avec un volet plus pédagogique, disons. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, Mme Paul. Ça me fait plaisir d'être de retour parmi vous. Bien, tout le plaisir est pour nous et je suis contente que vous venez, en fait, parce que, surtout avec les élections municipales qui viennent d'avoir lieu, on est tout mélangé, là, avec les divers paliers de gouvernement. Qu'est-ce que ça fait un député, un conseiller municipal, un maire, un ministre? C'est quoi la job d'un député, en fait, tant à Québec que dans sa circonscription? Alors, écoutez, ça va me faire plaisir de vous en parler. Merci. Un député, on a deux grands champs d'intervention, si on peut dire. Alors, notre travail de député dans nos comtés et notre travail de député à l'Assemblée nationale à Québec. Là, je vous parle d'un député provincial. Les députés fédéraux sont au Parlement Ottawa, les députés provinciaux sont à l'Assemblée nationale du Québec. Okay. Alors, par exemple, quand je suis comme députée de Sainte-Rose, quand je vais à Québec, normalement, je suis là 3 jours par semaine, les mardis, mercredis et jeudis. Les lundis et vendredis, je suis dans mon bureau de comté et les samedis et dimanches, je suis sur le terrain avec les organismes du comté. Donc, aucune journée de congé?
Rarement, très rarement de journée de congé. Vous savez, on ne doit pas aborder le travail de député comme un travail. Parce qu'on va être malheureux, on va trouver qu'on travaille beaucoup. C'est une vocation. C'est un engagement. Moi, je le vois vraiment comme un engagement. Quand on décide d'aller en politique, on s'engage pour la communauté. Et à ce moment-là, l'angle de vision est complètement différent. Donc, quand on est engagé, c'est parce qu'on a des convictions et on est content d'avoir tout le temps qu'il nous faut pour mettre en place des projets, travailler avec les gens et faire avancer la vision qu'on a. Alors, par exemple, quand je suis à Québec, le travail de député, c'est aussi le travail de législateur, c'est-à-dire de voter des lois. Et les lois, ça se discute, ça s'échange. Les points de vue des différents groupes politiques s'échangent dans les commissions parlementaires. Donc, le travail de député à Québec, c'est beaucoup de participer à ces différentes commissions parlementaires sur une foule de dossiers et de projets. Particulièrement, moi, je suis vice-présidente de la Commission de la santé et des services sociaux. Donc, je siège. Je pourrais vous donner, tiens, l'exemple d'une journée type. Alors, ma journée de demain. Je suis sûre que ça doit être assez épeurant, mais allons-y. Alors, demain, mardi, je quitterai Laval vers 6 heures du matin pour prendre la route de Québec. Okay. Alors, je fais mon 3 heures de route, j'arrive vers 9 h, 9 h30, et j'ai une commission parlementaire qui débute à 10 h. On est actuellement en train d'étudier le projet de loi sur l'assurance autonomie. Alors, je vais aller dans la commission parlementaire. Ça, c'est un endroit où on reçoit en audition des groupes ou des citoyens qui viennent dire aux parlementaires « Je suis pour votre projet de loi et voici pourquoi » ou « Je suis contre et voici pourquoi » ou « Attention, c'est une bonne idée, mais vous devriez tenir compte de tel ou tel aspect. » Est-ce que n'importe qui peut se porter volontaire? Tout à fait. Tous ceux qui veulent déposer des mémoires, se faire entendre, ça ne veut pas dire que tous ceux qui le demandent vont être entendus, parce que comme commission parlementaire, on doit s'assurer d'être équitable et de recevoir des gens ou des groupes qui ont des points de vue diversifiés aussi, pour donner la chance à tout le monde d'exprimer son point de vue. Donc, dans une commission parlementaire, on reçoit, par exemple, demain, je reprends ma journée de mardi, de 10 h à midi, je suis en commission parlementaire. Pendant 1 heure, on reçoit un premier groupe, on le questionne, on échange avec lui. Donc, on a 1 heure avec chacun des groupes ou chaque individu, chaque citoyen qui veut venir témoigner. Et là, c'est l'occasion d'échanger autant avec les partis d'opposition, les membres du gouvernement, la personne ou les groupes qui viennent témoigner. On en reçoit 2 demain de 10 h à midi. Ensuite, à midi, je m'en vais au caucus. Chaque parti fait des caucus où on réunit les députés du parti politique. Alors, nous, on sera en caucus avec mes collègues du gouvernement, du Parti québécois, de midi à 1h30. Donc, de midi à 1h30, là, c'est l'occasion de placer nos dossiers pour la semaine, d'échanger sur l'actualité politique et d'échanger entre députés aussi. Ensuite, de 1h30 à 2 h, je m'en vais dans mon bureau à l'Assemblée nationale. J'ai un bureau là aussi. Et là, rapidement, je vais lire mes courriels, retourner mes appels téléphoniques. J'ai une petite demi-heure pour faire ça, puisqu'à 2 h, c'est la période de questions qui commence. Et là, la période de questions, on la voit à la télé. Ceux qui suivent ça ont parfois l'impression que ça ressemble certaines journées, et je le dis moi-même, un peu à une pièce de théâtre. Et c'est effectivement un lieu où les gens vont vouloir promouvoir, à travers les questions qu'ils posent, vont vouloir promouvoir des points de vue. Comme c'est filmé et c'est en direct, c'est sûr que là, on essaie de faire valoir, de faire passer nos messages. Mais cette période-là, dans une journée, dure 45 minutes. Une fois la période de questions écoulée, on retourne en commission. On retourne en commission de 3 h à 6 h. Donc, là, on va recevoir encore des groupes dans la commission, les différentes commissions qui siègent. Habituellement, il y a une pause de 6 h à 7h30. Et là, on retourne dans nos bureaux, essayer de finir de lire nos courriels, de retourner nos appels, d'échanger, de travailler sur nos dossiers. De 7h30 à 9h30, on retourne siéger en commission. Et c'est à quel moment exactement que là, on choisit cette loi-là? Alors, par exemple, l'assurance autonomie, actuellement, c'est le dossier qui est en cours. On a 1 mois d'audition. Ça veut dire que chaque fois que je suis à Québec, les mardis, mercredis et jeudis, chaque fois que j'ai du temps libre, je suis en train de siéger sur cette commission-là. On va recevoir environ 80 groupes. Et au bout de cette période d'audition et d'échange, le ministre va arriver à l'Assemblée nationale et va déposer le projet de loi pour une adoption de principe.
Ensuite, si l'adoption de principe va de l'avant, on va retourner en commission et là, on va prendre le projet de loi article par article et on va l'étudier avec l'opposition. Et c'est là que tous les débats et tous les échanges vont se faire. Et ça peut être plusieurs heures. C'est là qu'il y a de l'action. C'est là qu'il y a le vrai travail parlementaire, il se fait dans les commissions. Parce que dans les commissions, on travaille vraiment hors de toute partisanerie. En fait, c'est ce qu'on tend à faire parce que c'est l'importance du projet de loi et on va essayer, bien sûr, de trouver des consensus pour rallier le plus largement possible les parlementaires de la commission autour d'un projet de loi. Malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça a passé vite. Il me semble qu'on vient juste de commencer. J'ai encore plein de questions, mais vous allez revenir, je crois, dans 2 semaines. En tout cas, on n'a pas fini. Avec plaisir, on pourra poursuivre notre conversation, certainement. Et en attendant, vous pouvez suivre Mme Proulx sur Twitter et sur son site Internet suzanneproulx.org. Merci beaucoup. Merci à vous. On se revoit bientôt. Certainement. Ça vous est sûrement déjà arrivé de boire du vin et d'avoir les papilles au 7e ciel. Bien, lui, il a pris cette expérience-là. Il l'a amené à un autre niveau. Du 15 au 17 novembre prochain, il va nous présenter la 2e édition du Salon des vins de Laval au Cosmodome. J'ai la chance d'avoir le président fondateur de ce salon, Martin Ayotte. Bonjour, Martin. Bonjour. Est-ce que c'est un accident de parcours, le Cosmodome et le vin, ou c'était pensé, c'était réfléchi? En fait, l'idée de faire un salon à Laval n'était pas un accident de parcours. On y a pensé, je sentais qu'il y avait un besoin auprès de la population. Le Cosmodome, c'est un accident, par contre. Je cherchais une salle et puis j'ai magasiné beaucoup, j'ai cherché longtemps. Je suis arrivé au Cosmodome tout à fait par hasard. Quand j'ai vu l'endroit, j'ai dit, c'est absolument ici que ça doit se faire et nulle part autre. Et puis, je suis tombé en amour avec la place. J'en ai fait un concept. Et puis, c'est la 2e année qu'on fait notre salon au Cosmodome de Laval. Comment ça a été la première année? Comment ça s'est passé? Ça a bien été une très belle réponse, une réponse de l'industrie. Les restaurateurs sont venus nous voir, les sommeliers sont venus nous voir, c'est très bon signe. Et puis, on a eu une grande facilité à louer les kiosques parce que tout le monde voulait venir offrir les produits aux consommateurs de Laval. Alors, ça a bien été une belle réponse de la population et puis on espère que ce sera encore mieux cette année. Et si je vais au Salon des vins et que je suis un particulier, pas un restaurateur, oui. J'y vais pourquoi, au juste? Pour faire des nouvelles découvertes, découvrir des belles choses. Aussi pour passer un beau temps à l'intérieur du salon. C'est pas juste une dégustation. C'est un endroit où on vient entre amis, on vient jaser, on vient, oui, goûter des nouveaux produits vinicoles. Il y a beaucoup de choses à goûter, à manger également. Bref, on vient passer quelques heures avec nous. Il y a une ambiance à l'intérieur du Cosmodome qui est agréable. Donc, c'est une sortie entre amis ou en famille à faire. Et Martin Ayotte, c'est un entrepreneur ou c'est un dégustateur de vin qui a poussé sa passion plus loin? Bien, c'est un entrepreneur qui est passionné de vin. Alors, j'ai toujours été dans le monde des affaires, mais le vin me passionnait. Alors, je suis allé faire mes cours de sommellerie. J'ai commencé par construire ma propre cave à vin. Je me suis rendu compte que c'était pas toujours facile, qu'on avait besoin de conseils, on avait besoin de renseignements. Alors, je suis allé chercher ces renseignements-là. J'ai fait les formations qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, je conseille les gens sur comment faire une cave à vin, quoi y mettre, quand boire ce qui est à l'intérieur de la cave. Puis, j'ai développé tout ce qui est par rapport au vin m'intéresse, là, tout ce qui est sommellerie, consommation de vin. Et si je vais au Salon des vins, est-ce que je vais pouvoir acheter des vins qu'on ne retrouve pas à la SAQ? Absolument. Il y a évidemment les vins de la SAQ qui sont là, mais il y a des importations privées. On a une vingtaine d'agences, des importateurs privés avec qui on peut passer des commandes, qu'on peut commander des produits qui vont être en dégustation. Il y a eux. Il y a aussi beaucoup de vignobles québécois. On a aussi une vingtaine de vignobles québécois qui vont nous faire découvrir leurs produits. On a de plus en plus de très beaux produits au Québec. Je voulais vous l'entendre dire. Absolument. Parce que ça a été long, le développement du vin ici au Québec.
Et je pense que le réchauffement de la planète, s'il y a un côté un peu positif, excusez-moi de l'utiliser, mais c'est un peu ça, c'est que maintenant, on peut faire pousser du raisin beaucoup plus longtemps et on peut même produire du vin ici au Québec. Absolument. On a commencé par des cépages autochtones, donc parce que c'était plus facile à faire pousser chez nous. De plus en plus, on tombe dans les cépages internationaux. Il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup la technologie aussi, qui fait que les vignerons savent de plus en plus comment faire pousser le raisin et comment le vinifier par la suite. Alors, la technologie vient à la rescousse des vignerons pour nous permettre d'aller chercher des vins qu'on qualifierait un peu plus internationaux, qui répondent un peu plus au goût de monsieur et madame tout le monde. La réputation d'un vin, c'est quand on le fait compétitionner à travers le monde. Est-ce qu'on est rendu là ou pas encore? Dans les vins de glace, oui, absolument, définitivement. Ça, mais c'est le bon vieux vin de glace. C'est le bon vieux vin de glace, mais c'est le vin avec lequel on a le plus d'expérience. Oui. C'est normal qu'on soit rendu plus loin dans ce type de vin-là. Mais sinon, rivaliser le blanc, rouge, rosé, on n'est pas rendu là. Pas tout à fait, mais de plus en plus, nos vins secs deviennent de plus en plus intéressants. Et puis, faut le voir, faut le comparer, le meilleur... Il y a des sommeliers qui se font prendre au jeu avec des tests à l'aveugle. Et bien, puis, c'est étonnant. Parce que quand on sait que c'est un vin québécois, peut-être qu'on part avec un petit préjugé. Absolument, absolument. C'est sûr qu'on part avec des préjugés, malheureusement. C'est terrible quand même, c'est notre vin à nous. C'est terrible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, souvent, la main-d'œuvre québécoise et puis, bon, tout ça fait que souvent, le vin va se vendre malheureusement un petit peu plus cher qu'un Sud-Américain ou un Australien, malheureusement. Mais si on va complètement à l'aveugle et qu'on se fie qu'à nos papilles, on peut être très surpris des résultats. D'ailleurs, on peut faire ça au Salon des vins. Absolument. Centaines de producteurs qu'on a, vous dites? En fait, on a une vingtaine de producteurs québécois, une vingtaine d'agences. Il y a des artistes du Québec qui vont présenter des œuvres d'art par rapport au vin. Puis évidemment, tout le côté alimentaire aussi. On a les saumons fumés. Puis, oui, des choses du terroir en plus. Oui, absolument. Ouais. Alors, c'est quand même un événement qui dure sur 3 jours, méchant party pour la deuxième. Est-ce que c'était aussi long, la première édition? Oui, oui. Ouais. Bon. Alors, vendredi, donc le 15 novembre, de 13h à 16h, puis ça, c'est réservé aux professionnels, donc tous les gens qui travaillent en hôtellerie, en restauration, qui viennent, vous rencontrer, échanger avec vous, avec les spécialistes qui sont là sur place. Ils viennent rencontrer les fournisseurs de vin, puis ils viennent discuter de leur future carte de vin dans leur établissement. Alors, parce qu'un vin, c'est déterminant souvent pour la clientèle. Oui, absolument. Et ensuite, donc, de 16h à 21h, ça, c'est le grand public, c'est-à-dire vous et moi pour aller justement au Salon des vins. Le samedi, toujours grand public de midi à 22h. Et puis le dimanche 17 novembre, de midi à 18h, plus d'une centaine d'exposants. C'est gros quand même. Oui, bien sûr. On occupe les 2 niveaux du Cosmodome. Il y a plusieurs salles et puis on s'empare du Cosmodome pour les 3 jours. Le prix du billet, parce que ça inclut, j'imagine, des dégustations, c'est combien? En fait, le prix d'entrée est de 10 $, mais on a un forfait à 17 $ qui inclut l'entrée, évidemment, un verre de dégustation et puis 3 billets de dégustation. Alors, je vous rappelle que c'est du 15 au 17 novembre au Cosmodome, la 2e édition du Salon des vins. Justement, puisqu'on parle de vin, on va trinquer à la santé de cette 2e édition. La première était bien partie. Très bien. Et la 2e, c'est celle qui installe ce Salon des vins ici à Laval. Et voilà. Alors, voulez-vous le faire? C'est vous le spécialiste, bien sûr, tout? Bien sûr. Allez-y. Moi, je vais l'avoir dans le front si je fais ça. C'est bon. Alors, voilà. Je vais attendre que vous serviez aussi votre verre. Une petite goutte de plus. C'est un mousseux? On a une blanquette de Limoux qui est faite dans le Languedoc-Roussillon. C'est le cépage. Il y a 2 cépages, en fait, le chenin blanc et... j'ai oublié l'autre cépage, c'est ça exactement, mais principalement à base de chenin blanc. Alors, santé. Santé, puis le plus important, c'est là que ça se passe, dans la bouche. Oui, absolument. Merci, Martin. Bon succès au Merci Salon des beaucoup. Vins. Elle fait de ces mondes de véritables œuvres d'art. Elle donne autant beauté, grâce et émotion. Diane Bally, bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. C'est non seulement un produit québécois, c'est un produit lavallois. Il est exporté à travers le monde. C'est vous, ça?
C'est partout à travers le monde, mais c'est beaucoup au Québec aussi. Tu sais, je suis pas mal connue ici au Québec. En quoi vous vous distinguez par rapport à vos montres? Qu'est-ce qui fait la différence entre une montre Diane Bally et la montre de quelqu'un d'autre, en fait, d'une autre compagnie? Ah, bien là, moi, je fais de l'émail sur cuivre. Tout est peint à la main à l'intérieur. C'est des pièces uniques. Elles sont tous uniques à la fois. Et puis, intéressantes et différentes. J'ai différents modèles, différentes grosseurs et différents styles pour tout le monde. Ces montres-là, bon, on le voit, elles ont, autant pour hommes que pour femmes, des formes différentes. Est-ce que c'est vous qui les produisez, ces montres-là? Oui, moi, je fais les formes de boîtiers. Hein? Les formes des boîtiers sont toutes faites par moi. Et puis, les intérieurs, on a une petite équipe aussi qui fonctionne, des artistes qui travaillent avec moi, parce que c'est impossible que je fasse tout ça toute seule. Et puis... Est-ce que vous faites, c'est quoi? C'est des collections ou vous pouvez faire à la pièce? chaque année, j'ai toujours des collections, des dessins. J'ai des dessins, chaque année, j'ai comme plusieurs dessins. Ce sont des fleurs, des chats, des oiseaux, des femmes, toutes sortes de styles. Puis c'est très long, je veux dire, c'est parce qu'il faut prendre le temps de regarder ça. C'est donc de l'émail, du cuivre sur lequel on peint. C'est cuit au avec four. une plume. C'est une technique millénaire, ça. Ah oui, c'est vrai que c'est des anciennes techniques que j'ai remis aujourd'hui. Une technique on a fait une technique évoluée à aujourd'hui, qu'on peut fonctionner. Oui, on peint avec des plumes et des petits pinceaux. OK. Oui, c'est délicat. Et donc, c'est vous qui décidez de l'allure des collections et des tendances. Il faut regarder aussi les tendances, quelles sont les couleurs, les modèles, qu'est-ce qui attire le public. Vous vous basez sur quoi, Diane? Les tendances, je suis une experte magasineuse. Je regarde tout partout qu'est-ce qui se passe. Et puis, dans ma tête, à un moment donné, ça sort. Puis, OK, cette année, on fait telle chose parce que j'ai vu telle chose en magasinant ou en voyageant aussi. Souvent, mes voyages aussi, je refais mes voyages. OK. Je peins mes voyages. Ah oui. Donc, c'est des scènes donc de votre vie. Oui, en fait, c'est comme ma vie qui est étalée. Dans ces montres-là. Ouais, Est-ce que ça existe beaucoup de peintres de montres comme ça? Moi, j'en ai pas beaucoup vu dans ma vie, là. De peintre de montres? Non, je suis la seule, en fait, je crois. Je crois que je suis la seule au monde à faire ce genre de peinture-là, d'ouvrage. Des montres comme ça, j'en ai pas vu. Avec toutes les expositions que j'ai faites, j'en ai jamais vu. J'appelle Diane Bally ou je fais bally.com. Je veux avoir une montre pour un anniversaire, un 50e, un 30e, peut-être l'anniversaire d'un de mes enfants. Est-ce que je peux commander spécifiquement une petite toile à l'intérieur de cette montre-là? Oui, on peut toujours faire une peinture exclusive pour l'occasion. Puis aussi, on a aussi beaucoup de thèmes qui peut aussi faire. Oui, la chose. Ça peut être aussi très bon aussi. On a beaucoup, je veux dire, on touche beaucoup de thèmes. OK. Alors. Donc, montre pour hommes, montre pour femmes, même montre de poche. Montre de poche, c'est encore à la mode. Qui porte ça au juste, Diane? Tout le monde, même Tout le les monde? jeunes, même les jeunes hommes de 16 ans, la jeunesse, ils aiment ça. C'est un vieux modèle qui est toujours à la mode. Est-ce que vous pensez que la montre va se démoder un jour? J'espère que non. Je pense pas, parce que c'est un accessoire, puis c'est tous les miennes, parce que c'est comme une peinture que vous portez. C'est pas vraiment une montre. Après ça, c'est une montre, une peinture. Je disais que c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art que vous, au lieu de le voir affiché sur votre mur, vous le portez avec vous à chaque moment de la journée. Est-ce que c'est numéroté à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des collections avec des numéros? Non, ils ne sont pas numérotés, mais je devrais peut-être commencer à faire ça, parce que c'est toutes des pièces uniques. T'sais. Mais il y a ma signature sur chaque pièce. Ah oui, absolument. Alors, c'est quelque chose. Et vous avez pignon sur rue à Laval. Mais en même temps, les gens, parce qu'en fait, c'est un atelier. C'est un atelier maison. Là. Donc, les gens peuvent prendre un rendez-vous avec vous pour y aller. Ils ne peuvent pas simplement se rendre à cet endroit-là. Oui, effectivement. Il faudrait faire un petit coup de téléphone avant. Et puis, moi, je suis prête à les recevoir. Ou, si c'est pas moi, ça va être quelqu'un qui travaille avec moi. Alors... Et vos montres, on les retrouve un peu partout. J'ai parlé du monde. J'ai parlé de... Bon, je vais vous dire, entre autres, Paris, Florence, Las Vegas. Oui, bien, c'est des expositions que j'ai faites, effectivement, là-bas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés à mon produit. Et puis, c'est vendu un petit peu partout, là.
Alors, je vais donner les coordonnées de l'atelier de Mme Bally, puis ensuite, on va continuer parce que je vais quand même vous dire d'autres choses. Alors, c'est le 3236 du boulevard Lévesque-Est à Laval. 450-664-3271, c'est ce que vous voyez au bas de l'écran. Et comme je vous le disais, il faut absolument prendre rendez-vous avant. Sinon, on peut aller directement à la boutique Amandine au centre d'achat du Vernet. C'est 3100, donc boulevard de la Concorde Est à Laval. Les numéros de téléphone, vous le voyez au bas de l'écran, 450-664-2552. Et sinon, vous allez sur balit.com. Dans le temps des fêtes, on va vous voir au Salon des métiers d'art. Ah, ça, c'est important pour nous. On fait une grosse exposition là-bas du 5 au 22 décembre. Toute ma collection va être exposée. Et puis, les gens... J'ai une clientèle qui revient à chaque année, qui font ça a une l'air de quoi, collection. un client du monde Bally? Ah oui? Ça ressemble à quoi? Ça? J'ai une grosse clientèle féminine, souvent, je dirais, de 30 ans à 75 ans. OK. C'est un bon échelonnage. Et ça va de quel prix à quel prix, là? Si je veux faire des cadeaux de Noël, puis là, il faut que je regarde avec mon budget, ça va de? Ça va je dirais, de 150 à 200 $. Et d'ailleurs, sur bali.com, vous allez pouvoir voir, même si vous avez une compagnie, vous pouvez faire ça, hein, avec un... Oui, des fichiers, oui. On fait des compagnies, on fait des noms de compagnies, on fait la promotion de plusieurs compagnies s'ils veulent avoir leur logo, tout ça. Là. Bon, vous êtes dans les couleurs du temps des fêtes, du 5 au 22 décembre. Vous allez la voir, Diane Bally, au Salon des métiers d'art. C'est bien sûr la place Bonaventure. Je vais vous souhaiter une bonne saison des montres et au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci, Diane. Ça me fait plaisir. Le 16 octobre dernier a eu lieu la première médiatique du nouveau spectacle de Rachid Badouri, dont la tournée va s'arrêter prochainement à Laval. Anne-Marie Kirouac, bonjour. Bonjour, Amélie. Tu étais présente à la première J'y médiatique. étais, oui. Et quel est ton verdict? Ah, tout de suite, comme ça, bang! Tu peux nous réchauffer Mettre en tranquillement. matière. Non, oui, non, c'est mais ça. tout de suite, je peux dire, c'est un bon spectacle. Rachid Badouri, Lavallois, faut le souligner. C'est un en Lavallois. plus? Ben oui, Je savais pas. il est né à Laval. Et il le disait dans son premier spectacle, parce qu'il faut dire, ce nouveau spectacle, c'est son deuxième one-man show, rechargé après son premier qui était Arrête ton cinéma, qui a tourné énormément au Québec. C'est fou, là. 280 000 billets en moins de 2 ans. Oui, puis même là, on est rendu à 355 000 billets parce qu'il a tourné en Europe aussi, en France. Pendant plus d'un mois, il était à Paris. Ça continue en ce moment. Là. Il y a les 2 spectacles qui roulent. Oui, bien là, en France, c'est sûr qu'il est retourné un peu à zéro parce que, bon, il était très connu au Québec, mais quand tu changes de pays. Mais bref, son premier one-man show, Arrête ton cinéma, grand succès. Les gens l'ont vraiment découvert dans toute sa diversité parce qu'il y a Rachid Badouri, bon, on le sait, c'est un Lavallois, oui, mais d'origine marocaine, berbère, et se sert beaucoup de ça dans ses textes pour faire rire en parlant des différences culturelles. On sait qu'il était un très bon imitateur il aussi maîtrise des accents, c'est fou. Et ça, c'était très fort dans son premier spectacle et ça revient dans ce spectacle-là. Donc, pour ceux qui déjà l'aimaient beaucoup, Rachid Badouri, vont aimer se recharger parce que oui, il revient rechargé. C'est 3 ans après le spectacle. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas donné de spectacle, entre autres, à Montréal et au Québec. Et là, on le voit, moi, c'était la première médiatique. Et en plus, c'était son anniversaire, cette soirée-là. Ah oui, en plus. Donc, il était comme... C'était très symbolique pour lui. Quand on dit rechargé, oui, c'était ça. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup sur la scène, qui marche beaucoup, qui vraiment beaucoup d'énergie. Un hyperactif. Ben, on peut pas dire ça, mais qui canalise quand même bien parce que, bon, il tombe pas sur les nerfs. Bon, ça dépend peut-être pour certaines personnes, mais bref, il reprend des thématiques. Rachid Badouri, c'est lui qui écrit ses textes, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font appel à des auteurs. Mais lui, c'est vraiment... lui, bon, sûrement qu'il y a des gens qui le conseillent, mais c'est lui qui écrit ses textes. Mise en scène de Guy Lévesque, qui avait fait sa première mise en scène aussi. Et comme je le disais, il reprend beaucoup des thématiques chères, donc des histoires avec sa famille, bien sûr. Là, sa famille, bon, son père est un personnage encore central. Bien sûr, son père avec des fois ses problèmes de compréhension des expressions québécoises, des choses comme ça. Il parle beaucoup de ce qui s'est passé pour lui dans les 3 dernières années, donc la France. Il revient sur comment ça s'est passé là-bas, des différences, par exemple, quand il arrive à l'aéroport et tout ça, à l'aéroport. Et il parle aussi de son mariage, parce que Rachid Badouri s'est marié il y a 2 ans. Et là, il nous parle de sa femme, Julie. Et surtout, il y a un numéro quand même assez drôle sur
On le sait, hein, le avant et après mariage, quand tu découvres soudainement des choses sur l'autre, comme par exemple que sa femme dort les yeux ouverts. Et que là, c'est comme un monstre et tout ça. Bon, puis il y a une sorte d'imitation de sa femme. Ouais. Puis là, il y a un autre numéro sur le spinning, quand sa blonde ou sa femme, en tout cas, l'avait poussé à aller faire du spinning. Et là, bon, tout un numéro sur lui qui est dans un gym en train... pas en forme, j'imagine. Bien, c'est surtout qu'il arrive dans la salle de spinning, puis c'est comme le seul gars, ou presque. Puis là, c'est un parallèle avec comme les femmes qui font du spinning, c'est comme des Shrek, un peu des ogres. Là, puis ils sont là, Ouah! Puis lui, il est là, puis il a toute peur. En tout cas, c'est très drôle. Il y a aussi un autre numéro sur son irrigation du côlon. Lui, qui est un gars qui l'avoue un peu hypochondriaque, qui aime bien ça, là, faire des trucs là, pour être en santé. Donc, l'irrigation du côlon, je vous épargne le détail. Là, vous irez voir ça. Ça passe mieux si c'est lui qui le raconte. Et ça termine, bien sûr, par l'autre événement marquant de ces dernières années, le décès de sa mère, parce que, bon, beaucoup de gens sont au courant que sa mère est décédée. Et ça se transforme en un numéro très touchant, il faut le dire. J'ai versé des larmes. Oui, bien, tu sais... C'est bien, on passe par toute la gamme des émotions. Bien, vraiment, surtout. Puis ça, c'était le dernier numéro. Il y a un rappel, donc vous n'allez pas partir avec le mascara sur les joues. Et ça, c'est que je craignais un peu que ça se termine comme ça, parce que c'est un numéro où il raconte un peu comment ça s'est passé, puis le après aussi, comment il est resté vraiment... presque 1 mois ou 2 là, à ne pas pouvoir sortir de chez lui. On le comprend, hein, perdre sa mère. Mais ça, je sais que c'est peut-être... J'ai entendu quelques commentaires de gens qui ont dit, bon, maintenant, tous les humoristes vont faire un numéro touchant. C'est un peu du réchauffé. Dans le sens, dans la formule. Mais moi, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils ne pouvaient pas passer à côté de ça. Mais les humoristes font leur spectacle aussi comme une sorte de thérapie. Donc, il y en avait besoin. Puis ils parlent de leur vie. Donc, lui, c'est un événement tellement marquant de ces dernières années. Et sa famille est tellement au cœur de ses spectacles qu'il ne pouvait pas dire... « Ah, ben maman est décédée, puis j'en parle pas. » Petit bémol là-dessus, bon, il y a des gens qui vont pas aimer ça. Moi, j'ai aimé ça. Peut-être, moi, j'aurais aimé ça plus de numéros musicaux dedans, parce qu'on sait que Rachid Badouri, dans son premier spectacle, en faisait beaucoup. Là, il y en a pas vraiment. Juste à la fin, dans le rappel... Je m'attendais à le voir plus bouger. C'est drôle, moi, c'est quelque chose que je préférerais, comme je te disais, j'aime mieux du stand-up pur que des numéros. Mais ponctué, moi, ça aurait donné un petit peu de variété, parce que c'est beaucoup de blabla. Bon, toi, tu vas aimer ça. Moi, j'aime ça, le blabla. Mais comme lui est très fort dans la danse, c'est un gars qui danse tellement bien, qui chante, j'aurais aimé ça qu'il ponctue un peu plus avec... Il y a un petit peu de musique, mais pas lui. Il ne va pas faire de chorégraphie, vraiment. Mais... Sinon, c'est un show qui vaut la peine, vraiment. Si vous voulez de l'énergie, si vous l'aimez, on ne voit pas le temps passer. Ça dure à peu près 1h30 et c'est... on passe un bon moment. Il s'arrête, attention, là, les dates, c'est en février prochain et en mars. En février, à la salle André-Mathieu, 4 et 5 février. Il sera de retour à la salle André-Mathieu au mois de juillet, 9, 10, 11, 12 et 13 juillet, bien sûr, 2014. Et au théâtre Marcellin Champagnac, 4 et 5 mars 2014. Ça paraît loin, là, mais réservez vos billets parce que ça va être rempli vite. Oui, ça va aller vite. Vous pouvez les acheter sur le site de Rachid Badouri, billets.ca ou salleandrémathieu.com. Vous allez trouver. Déjà, sur le site de la salle André-Mathieu, vous avez les liens vers tous ces spectacles-là. Rachid Badouri, rechargé, 2e one-man show. Mais merci beaucoup, Anne-Marie. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. L'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix est un mouvement fondé sur la quête spirituelle et pour éveiller les vertus de l'âme humaine. J'ai avec moi en studio Martine Larose qui a assisté à la conférence de l'Ordre le 11 octobre dernier, c'est ça? Oui. Parle-nous de cette conférence-là, parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui sont un peu mystifiés par ça. Bien, un peu, l'Ordre de la Rose-Croix, en général, c'est vraiment un mouvement qui éveille un peu, qui donne des directions aux gens. C'est pas du tout une secte, c'est pas du tout religieux, c'est pas du tout politique. Des fois, les gens sont un peu sceptiques à ça. Mais c'est vraiment pour amener les gens à une quête un peu plus spirituelle. OK. Est-ce que toi, tu crois au bonheur? Ben oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup, les lectures de croissance personnelle, la spiritualité, mais tout ce que, en fait, l'Ordre de la Rose-Croix enseigne, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment curieuse. Où penses-tu vraiment qu'on va trouver notre bonheur, notre quête de bonheur? Où ça se trouve? J'imagine à l'intérieur de soi. Oui!
Oui! Ouais, c'est une bonne réponse! Yes! Alors, mais c'est un peu ça que le mouvement veut enseigner parce que, bon, de nos jours, en 2013, les gens sont très consommateurs, très matérialistes. Et on essaie justement pas de couper un peu de l'extérieur, mais vraiment, parce que les gens pensent que tous les biens qu'on va s'acquérir et tout le bonheur est vraiment à l'extérieur de nous. Et c'est vraiment une pensée, malheureusement, très faussée, parce que le bonheur est vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment d'aller faire d'aller se ressourcer à l'intérieur et d'aller chercher, là, il y a quelque part, dans le fond, nous, une petite lumière. Et c'est cette lumière-là qui va vraiment éveiller nos sens au niveau spiritualité, sur tous les niveaux, au niveau émotionnel aussi. Et c'est à partir de là qu'on change les circonstances extérieures. Il ne faut pas attendre que les circonstances extérieures nous rendent heureux, parce que ça n'arrivera jamais. C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire justement pour ça. Et ce mouvement-là va nous aider à aller chercher ça. Alors, j'ai assisté à la conférence. J'ai rencontré Serge Toussaint, qui est un grand maître qui vient de France, alors qui est venu en première partie vraiment expliquer c'est quoi le mouvement de l'Ordre de la Rose-Croix. Et par la suite, il y avait une période de questions. Il y avait plein de gens qui étaient... j'ai eu la chance de parler avec plein de gens parce qu'il y a des membres aussi qui sont là depuis plusieurs années. Et pour eux, ce mouvement-là a vraiment changé leur vie. Et ça devient comme un peu... Tout le monde est des frères et sœurs et ils partagent, ils échangent parce que, bon, il y a plusieurs rencontres aussi périodiquement par rapport à ça. Et j'ai eu la chance de vous monter un petit reportage, un résumé de la soirée. Et voici ce que ça donne. Je suis en compagnie de Monsieur Toussaint. Il est grand maître de la juridiction francophone. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes invité aujourd'hui pour une conférence pour l'organisation de la Rose-Croix, c'est bien ça? Oui, je vais présenter une conférence dans le cadre de l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix qui va avoir pour thème humanisme et spiritualité. Donc, je vais expliquer en quoi les Rose-Croix véhiculent depuis plusieurs siècles maintenant un humanisme spiritualiste. Donc, ça va être l'objet de la conférence. Qu'est-ce que vous trouvez au niveau de la société en 2013? Est-ce qu'on est vraiment trop consommateur? Évidemment, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une crise internationale sur le plan politique, économique, technologique, scientifique, moral et autres. On parle beaucoup de la crise sociale. De notre point de vue, on n'est pas les seuls, bien sûr, à le penser, mais nous pensons que la cause majeure de cette crise est bien du fait que les êtres humains dans leur ensemble sont devenus beaucoup trop matérialistes et beaucoup trop individualistes. Donc nous pensons que la solution à cette crise, d'un point de vue mondial, global, c'est d'apporter plus d'humanisme et plus de spiritualité. Et tant qu'on ne le fera pas, on ira encore plus vers les problèmes. Évidemment qu'on a fait de la matérialité le fondement du bonheur et je pense que là, on est complètement dans l'erreur. Et pourquoi selon vous, on est arrivé si loin dans cette matérialisation-là? Écoutez, je pense, malgré tout le respect que j'ai pour les religions, je pense que le XXIe siècle probablement verra la disparition des religions parce que de mon point de vue, elles ne répondent plus aux questions existentielles que les hommes et les femmes d'aujourd'hui se posent. Le problème, c'est que comme elles ont tendance à disparaître et qu'il n'y a rien apparemment à la place, c'est le matérialisme qui gagne. Donc c'est la raison pour laquelle les Rose-Croix vont sortir dans les prochains mois et les prochaines années de leur discrétion légendaire pour essayer en quelque sorte d'en appeler à davantage de spiritualité, mais pas au sens religieux du terme, au sens ésotérique et mystique. Alors, si on veut plus de détails sur vos conférences, vous avez un site Internet, j'imagine? Oui, il y a un site Internet, et puis moi-même, si ça peut intéresser je ne sais qui, il y a un blog. Donc, je réponds régulièrement à des questions, des sujets de société ou des sujets plus ésotériques, plus spiritualistes. Donc, il y a l'embarras du choix pour en savoir davantage sur les Rose-Croix en se rendant sur Internet. Monsieur Toussaint, merci beaucoup. On va vous laisser aller à la conférence. On va aller assister à ça. Et je vous dirai en revenant de la conférence si on va commencer à devenir être moins matérialiste. Merci beaucoup, monsieur Toussaint. Merci de votre ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Notre encyclopédie cinématographique, Nicolas Vincent Poirier, nous parle cette semaine du film de science-fiction La stratégie Ender, qui est sorti au Canada le 1er novembre dernier. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, ce film-là, ça a l'air un peu compliqué. Peux-tu démystifier tout ça? Ça se passe dans le futur, c'est pas compliqué. Les extraterrestres essaient de nous envahir et ça ne fonctionne pas. On réussit à les repousser. Mon Dieu, c'est original! C'est très original, ça ressemble pas du tout à Independence Day ou non, quelque chose non, dans ce pas genre-là. du tout. Mais non.
Et là, ce qui se passe, c'est que bon, le gouvernement forme des jeunes, essaie de trouver des jeunes qui vont être capables de traverser l'espace pour aller vraiment anéantir une fois pour toutes ces gros méchants extraterrestres-là qu'on voit quelques instants dans le film en tout. Donc, ça, c'est un film qui est basé sur un roman du même nom qui a été écrit en 85. Et ces temps-ci, c'est la grosse mode, hein, des romans, j'allais dire pour ados. Dans ce cas-ci, c'est pas un roman pour ados parce que les Marines, c'est une des suggestions de livres. OK. Donc, tu sais, à cause justement des stratégies qui expliquent justement dans le livre. Et ce film-là s'appelle comme ça parce que le petit gars, Ender, doit trouver des stratégies. Dans le fond, c'est une série de tests qu'on lui fait passer pour voir si il est comme l'élu, celui qui va comprendre et avoir des stratèges écœurants pour détruire l'ennemi. Mais pourquoi ils choisissent un jeune, si jeune, justement, je pense que 16 ans, 15-16 ans, le petit Ender dans le film? Ça, c'est une partie que j'ai pas trop compris. OK, c'est pas expliqué. Parce que les jeunes... parce que l'avenir de l'humanité est entre les mains d'un adolescent de 16 ans, quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais le long du film, c'est vraiment comme... il est comme à l'école, il fait des tests, une série de tests. OK. Et c'est un bon film, mais ils ont transformé ça en film vraiment pour ados si on considère que, justement, les Marines, c'est une des suggestions de roman, donc c'est pas un livre pour ados. Et l'auteur, celui qui a écrit ce roman-là, il a passé 10 ans à écrire à peu près 6 versions pour l'adaptation au cinéma. Et finalement, c'est le réalisateur du film, Gavin Hood, qui a comme pris un peu le contrôle, qui a réécrit une nouvelle version de scénario. Je crois qu'il était un peu frileux, d'ailleurs, hein, de faire une adaptation cinématographique de son roman. Oui, ben oui, c'est ça, parce que justement, il voulait garder, l'auteur qui s'appelle Orson Scott Card, il voulait garder le contrôle artistique de l'histoire, et c'est une bonne chose. Et finalement, je pense qu'ils ont coupé beaucoup dans la base du roman, qui doit être, je présume, la stratégie que Anders a pour passer à travers toutes ces espèces de tests-là, parce que les stratégies qu'on nous propose dans le film, ça ressemble à des stratégies un petit peu Pokémon, tu sais, quelque chose d'assez Donc, c'est simple. assez enfantin comme film, tu dirais. C'est ça, oui, mais c'est un bon film pour les ados, parce que, bon, les ados qui n'ont peut-être pas vu les films de science-fiction des 20 dernières années, ça va être un peu du nouveau pour eux, mais pour nous, c'est un petit peu du réchauffé. Même si c'est très bien réalisé, c'est magnifique comme film, tous les acteurs sont bons, Harrison Ford est excellent dans son rôle, les effets spéciaux sont bons. Ça gagnera pas de prix, mais c'est très divertissant pour ce que c'est. Puis évidemment, si ce film-là fonctionne bien, puis jusqu'à date, 37 millions dans sa première fin de semaine, oui, ça fonctionne bien. Par contre, la semaine prochaine, il fait compétition avec Thor. Donc, c'est un petit peu dans le même genre. Donc, c'est qui va prendre les dessus? On va voir. Et est-ce que tu comparerais ça un peu avec Hunger Games? Oui, bien, c'est sûr que c'est encore une fois un film pour les ados, basé sur un roman. Et toute cette espèce de mode-là, ça revient vraiment au début des années 2000, quand dans la même année, il y a le film Lord of the Rings et Harry Potter qui sont sortis au cinéma. Et c'est là que les studios ont dit, OK, il y a un potentiel pour ça. Go! Et depuis ce temps-là, il y en a une tonne de films comme ça. Et Hunger Games, c'est un très bon exemple aussi. D'ailleurs, je pense qu'il sort dans environ 2 semaines, le prochain. Je crois que la stratégie Ender va prendre un coup avec la sortie de Hunger Games 2, mais ça, c'est juste moi qui est une grande fan. Oui, je pense aussi, parce que c'est pas encore une franchise bien établie, disons, Ender's Game. Et ta note de 1 à 5? Ah, je te dirais 3,5 sur 5. C'est au-dessus. C'est au-dessus de la moyenne. C'est bien agréable. Il n'y a pas de longueur. C'est juste que si tu es un petit peu plus vieux que t'en as vu, il y en a d'autres qu'on a vu un peu dans le même genre. Donc un autre film du mardi à 5$. C'est à peu près ça, oui. Donc, la stratégie Ender's Game, c'est ça? Oui. En anglais. À l'affiche dès maintenant. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Bien, voilà qui conclut notre émission. Si vous voulez nous faire des suggestions ou des commentaires, vous ne gênez pas, il y a différentes façons pour nous rejoindre à Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@tvrl.ca
et sur Facebook, tout simplement sur la page Facebook de Laval et compagnie. Je veux remercier nos invités en studio, entre autres Jean-Jacques Lapierre. Il y a eu aussi la députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Proulx, la designer de montres Diane Pally et le président fondateur du Salon des vins, Martin Ayotte. Et nos chroniqueurs Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Martine Larose et Nicolas Vincent Poirier. Un gros merci à Manon Lemieux pour la recherche. Merci aussi à Daniel et Pascal pour la caméra et à Alain pour la réalisation, puis pour le maquillage. Oui, Fanny au maquillage et coiffure également. Merci. Et en terminant, vous le savez, peu importe la taille de votre ville, ce qui la rend vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci Amélie. Merci à toi, Éric. Bye tout le monde. Thank you.